Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 146. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir bloqué ? Est-ce que vous vous êtes déjà dit « Non, mais il faut d'abord que je peaufine mon projet avant d'y aller ». Est-ce que vous avez déjà repoussé à demain ? Alors, sans me prendre pour Madame Irma, je peux affirmer que vous avez répondu oui à au moins une de ces 3 questions et d'ailleurs probablement les 3. Qui ne l'a pas fait ? Mon péché mignon à moi, c'est le perfectionnisme. Je suis plutôt du genre bon élève. J'ai l'impression qu'il faut que tout soit parfait pour me lancer. Alors je me soigne, hein, mais quand même, il y a souvent cette petite voix qui me dit « Non mais attends, c'est pas encore le moment ». Et cette petite voix, elle est très néfaste. Elle est néfaste parce qu'elle nous ralentit et surtout parce qu'elle nous empêche de vivre des expériences. Alors même si j'ai des tendances perfectionnistes, je suis intimement persuadée que c'est dans l'action qu'on trouve les solutions. Je pense que pour faire vraiment bien, il faut se confronter à la réalité et ne pas rester trop longtemps bloqué sur la théorie. Et puis j'ai rencontré Roger. Roger, c'est un coach professionnel un peu atypique. En tout cas, disons qu'il n'est pas là pour enfiler des perles. Il a un parcours pas tout à fait classique. Il n'y a pas si longtemps, il passait plus de temps en l'air que sur Terre. Il a un vrai franc-parler, c'est pas franchement du genre à tourner autour du pot. Et puis il a une conviction, c'est que seule l'action fait progresser. Alors évidemment, j'ai voulu en savoir plus. J'ai voulu l'avis du pro pour comprendre en quoi passer à l'action est primordial, pourquoi on se retrouve parfois bloqué et comment faire pour sauter le pas. Je vous propose d'accueillir tout de suite Roger Hormière. Salut Roger, bienvenue sur le podcast du marketing. Salut Estelle, merci beaucoup de m'accueillir en tout cas. Écoute, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast du marketing parce qu'on va parler d'un sujet que je trouve ultra important, qui est un sujet mindset, qui est l'importance du passage à l'action. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire, Roger, pour les personnes qui peut-être te connaîtraient pas, qui tu es et ce que tu fais ? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de personnes qui ne doivent pas me connaître, que je suis un peu dans l'ombre de pas mal de gens avec qui je travaille. Alors aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité, des entrepreneurs que vous, la plupart, soit vous connaissez, soit vous les connaissez, soit vous allez les connaître, ou soit ils sont des grandes visibilités. Il y a des entrepreneurs qui font de l'influence, il y a des marketeurs, il y a pas mal de CEO des startups. Donc j'accompagne, je suis un peu la personne de l'ombre qui accompagne ces personnes à développer leur activité soit sur les réseaux sociaux, soit sur des business un peu plus classiques. Et voilà, dans les grandes lignes, j'accompagne à développer leur activité. Et ma spécialité, c'est le mindset, qui est quelque chose de relativement généraliste, mais avec un fort impact spécifique quand je travaille avec les CEO de manière très précise. Pour utiliser le terme, on dit que t'es quoi ? On dit que t'es coach d'entreprise, c'est ça ? Alors le terme le plus qui donne le plus d'indications un peu sur ce que je fais, parce que c'est quand même très généraliste, coach pour entrepreneur ou coach mindset. Ce que les gens comprennent relativement facilement, c'est le fait que je coach pour entrepreneurs. Mais aujourd'hui, il y a tellement de termes coach, coach LinkedIn, coach Instagram, coach, que finalement, ce mot-là, il va un peu tout dire et rien dire. Mais c'est le terme qui donne le plus d'informations immédiatement sur ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est pas le terme qui me plaît le plus. Ça, ça serait quoi le terme qui te plairait le plus, s'il y en a un ? C'est une très bonne question. Ça fait un petit moment que je cherche à créer mon propre terme aujourd'hui. Hein, c'est toujours en train de chercher dans ma tête. J'ai déjà des petites idées pour définir exactement ce que je fais aujourd'hui. Mais oui, il y a du coaching dans ce que je fais, il y a du consulting, il y a du networking, il y a du mentoring. Donc il y a énormément de choses à l'intérieur. J'utilise tous les outils qui sont bons et qui ne réduisent pas mon champ d'action avec le fait que je travaille avec ces entrepreneurs à l'intérieur. Mais le terme le plus approprié aujourd'hui que tout le monde comprend, ça reste quand même coach pour entrepreneurs.
Ok, très bien. Alors on va partir là-dessus. Moi, je t'avoue que le milieu du coaching, c'est un milieu que je connais sans le connaître. C'est-à-dire que je le connais, j'en entends beaucoup parler, mais je l'ai jamais pratiqué, j'ai jamais été coachée. Du coup, je me fais une idée de ce que c'est, mais je suis pas sûre qu'elle soit vraiment bonne. Euh, Comment ça marche en fait le coaching? Est-ce que tu orientes la personne? Est-ce que tu lui dis ce qu'elle doit faire? C'est quoi le secret? Comment ça marche? Alors déjà moi aussi, hein, le terme coach, avant de me lancer dans le coaching, avant d'être moi-même, avoir des compétences et me former au coaching, j'avais quand même énormément d'a priori sur ce métier-là, ou en tout cas sur cette façon d'exercer. Il y a quand même énormément de choses. Aujourd'hui, il y a un monde du développement personnel on est matraqué d'images, de concepts, de les 3 clés, les 10 clés. On nous donne plein de choses. Donc j'étais assez dubitatif en découvrant ce monde-là, voire j'avais même de très gros a priori dessus. Mais moi, je me suis quand même juste focalisé sur la compétence de coaching. Donc, bah, je suis resté dans cette thématique à proprement parler, juste sur le milieu du coaching et pas sur le grand monde du développement personnel, qui regroupe énormément de compétences qui vont de la sophrologie à la respiration, à la méditation et tout ça. Le monde du développement personnel est un monde extrêmement vaste où on peut mettre absolument quasiment tout dedans. Et moi, je me suis vraiment focalisé sur la compétence de comment questionner et comment travailler avec des personnes en ayant une démarche qui soit en même temps basée sur la personne avec qui je travaille et en même temps pour obtenir des résultats à proprement parler. Donc, la seule chose que j'ai trouvée quand j'ai commencé à me renseigner sur le coaching, c'était le fait de poser des questions aux gens. Donc, je me suis vraiment focalisé sur le fait de poser des questions à ces personnes-là. Et rapidement, rapidement, bon, une petite année, je suis allé sur les entrepreneurs, spécialement sur les entrepreneurs. Et là, je me suis aperçu que bah, quand on pose des questions, quand on écoute convenablement des personnes, qu'on les écoute pour de vrai et qu'on n'est pas là pour leur apporter une réponse tout de suite, comme pourrait faire un consultant, qui est la limite du consulting, par exemple, de venir et d'écouter et d'essayer d'apporter directement une réponse en disant voici ma solution, voilà ce que je te propose pour arriver du point A au point B. Bah, c'est la limite du consulting. Un bon consultant, généralement quelqu'un qui écoute bien et qui a un peu des notions de questionnement. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Bah, c'est un peu ça ce que je fais. Genre, j'utilise du coaching, je pose des questions, j'écoute énormément ce que disent les gens, je pose des questions pour remettre en cause leur réalité, je remets en cause leurs objectifs, je crée des contextes pour les mettre soit dans l'embarras, soit les faire rêver encore plus grand dans ce qu'ils veulent faire, ou carrément essayer de détruire leur objectif pour voir comment ils vont réagir. Et de ça, j'ajoute parfois du consulting en disant voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on fait avec certains entrepreneurs avec qui je travaille, voilà ce qu'on a pu mettre en place sans jamais les citer, je précise. J'explique, je parle de ce qu'on a pu faire, mais sans jamais expliquer le contexte au global pour qu'on puisse savoir qui sont ces personnes. Il y a comme une énorme notion de confidentialité, plus particulièrement dans ma thématique où je travaille avec des gens qui ont d'énormes visibilités, où on parle parfois de très, très, très gros chiffres ou de très gros enjeux. Donc je ne cite jamais ces personnes. Mais par contre, bah, je leur explique un peu les choses qu'on a pu mettre en place, les choses qui ont marché, pas marché, est-ce que ça fonctionne pour eux ou pas. Et après, bah, le but, c'est que moi, j'utilise tous ces outils-là pour que eux trouvent une réponse. Je n'ai jamais la réponse. Je ne trouve jamais la réponse pour eux. Ce serait facile, hein, parfois pour moi, d'arriver en disant on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça, hop, ça a fonctionné, faisons-le pour toi. Et parfois, c'est tentant d'essayer de vouloir le faire parce qu'on se dit on va gagner une, deux, trois, peut-être, on va même gagner un mois, ça se trouve, si j'apporte directement la réponse. Et ce qui est génial, c'est que parfois, ça m'est déjà arrivé de vouloir transcrire, de vouloir passer au-delà de cette chose, de ne pas dire, et de découvrir qu'en fait la personne trouve une solution que je n'aurais même jamais pu imaginer et qui est juste complètement dingue et qui pour le coup fait énormément de sens pour l'entrepreneur. Donc si je pouvais résumer en quelques mots, ce que je fais, c'est que moi je crée des contextes les plus appropriés avec les entrepreneurs pour que eux-mêmes trouvent leurs réponses et j'essaye de réduire au maximum le temps de recherche qu'il y a dans leur tête et dans nos échanges pour qu'ils passent rapidement à l'action.
Ah ben, je suis super contente, Roger, que tu me dises ça, que c'est pas le coach en fait qui trouve les solutions, mais qui met la personne qui est en face de lui à disposition de trouver sa propre solution. Ça me fait plaisir parce que c'est ce que j'espérais, pour tout te dire. J'étais pas sûre que ce serait la réponse que tu me donnerais, tout simplement parce que je sais pas vraiment comment ça fonctionne, hein, un coaching, mais j'aime beaucoup cette idée parce que moi je suis vraiment intimement persuadée que bien souvent, ceux qui ont la solution, bah, sont les entrepreneurs parce que voilà, parce que c'est leur business, parce que les choses sont déjà là et il faut après réussir à les sortir, à les faire émerger. Donc super intéressant. Et tu as dit un truc qui m'interpelle, Roger. Tu as dit, moi, mon job, c'est de faire en sorte de réduire le temps entre eh ben, le problème de la personne et le passage à l'action. Et c'est de ça dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui ensemble, Roger, c'est ce fameux passage à l'action. J'ai une première question pour toi. Est-ce que c'est vraiment important finalement, Roger, de passer à l'action? Pour comprendre l'importance du passage à l'action, on pourrait dire est-ce que de ne pas passer à l'action, c'est grave? Mhm. Et je pense que déjà, si on se pose la question dans le sens inverse, c'est ce qu'on a mis au négatif, on se rend compte de l'importance de le fait de ne pas passer à l'action et de qu'est-ce que ça peut créer. Et de se dire, mais en fait, ouais, si je passe pas à l'action, on va prendre l'exemple tout bête, mais j'ai des enfants et j'ai mon fils qui aujourd'hui doit apprendre à faire ses lacets et il avait le choix entre garder les scratchs ou apprendre à faire ses lacets. Bah, ne pas passer à l'action veut dire que peut-être possiblement de toute sa vie il ne sera jamais faire ses lacets. Est-ce que c'est problématique? La réponse, peut-être pas, mais en fait, est-ce que le fait de passer à l'action et d'y arriver nous donne l'opportunité de faire plus de choses? Bah, parce que oui, en fait, une fois qu'il sait faire ses lacets, il peut faire plein d'autres choses qui sont sur le même principe et qui, à l'origine, n'étaient l'action première, c'était apprendre à faire une boucle pour bien attacher ses lacets. Mais finalement, de là, on peut faire quoi une fois qu'on sait faire ses lacets? On peut faire plein de nouvelles choses. On peut attacher un collier, on peut faire des nœuds quand on joue avec une corde. D'une corde, on peut construire une cabane. D'une cabane, on peut se prendre la passion pour devenir architecte. Et de là, on construit un truc complètement dingue qui fait qu'en fait, finalement, bah ouais, passer à l'action fait qu'il aurait pu rester avec ses baskets. Imaginez que bah, c'est compliqué de faire des nœuds et en fait, les possibilités derrière de passage à l'action, elles sont totalement réduites quand on ne passe pas à l'action. Donc je pense que de le prendre de cette manière-là, ça nous permet de comprendre que ouais, effectivement, de passer à l'action, c'est quand même giga important, ne serait-ce que pour découvrir de quoi on est capable, quelles sont les possibilités derrière ou non, parce que parfois on se rend compte qu'on n'aime pas du tout quelque chose et ça annule une option sur laquelle on avait mis énormément de valeur et ça nous permet de dire non, en fait, c'est pas du tout pour moi. Je m'étais fait toute une histoire de ce passage à l'action, le fait de passer, en fait, c'est pas du tout quelque chose qui me correspond et hop, de se recentrer sur quelque chose qui a plus de sens pour nous. Donc, je pense que si on le prend de cette manière-là, ça nous permet de voir que oui, effectivement, ne pas passer à l'action est peut-être presque plus préjudiciable que de passer à l'action. Ouais, j'aime beaucoup cette analogie de savoir faire ses lacets. Alors moi, j'ai deux enfants en bas âge, donc je suis en plein dedans, dans l'apprentissage des nœuds de lacets. Mais j'aime beaucoup ouais, cette analogie parce que, en fait, tu pars de quelque chose qui est techniquement simple, mais qui, dès lors que tu acquiers cette compétence, dès lors que tu apprends à le faire, que tu te lances, eh ben, va te permettre de faire plein d'autres choses beaucoup plus peut-être complexes. Et en fait, c'est un peu le même principe que le battement d'aile de papillon, c'est-à-dire qu'une action va générer une autre action qui va entraîner une autre action qui va entraîner une autre action et on ne sait pas où ça va nous mener. J'aime beaucoup cette idée. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que passer à l'action, ça va nous permettre d'ouvrir le champ des possibles, là où ben, ne pas passer à l'action, finalement, ça n'est que rester statique et puis eh ben, se louper des opportunités, c'est ça? Ouais, ne pas passer à l'action, ça voudrait dire décider de ralentir le processus d'évolution d'une personne. Ah, c'est intéressant, ça veut dire que tu décides sciemment de ralentir ton développement si tu ne bouges pas. Ça veut dire que, bah, en fait, aujourd'hui, tout bouge, hein. Je crois que c'est une phrase de Tony Robbins, que je sais pas si elle est vraiment de lui pour le coup, mais qui dit qu'il y a qu'un truc qui change pas, c'est le changement. Donc en fait, on est voué à évoluer. Donc c'est-à-dire que si nous, on n'est pas en mouvement, le monde, lui, il l'est, en fait. Donc c'est-à-dire que si, parfois, être en inaction est une action, d'accord? L'action ne va pas forcément de créer quelque chose, mais parfois le fait d'arrêter de créer, d'arrêter de faire un mouvement est une action. Et là, pour le coup, le fait de se dire, bah, je décide de pas évoluer, je décide de pas grandir sur un aspect ou sur un chose, veut dire que bah, lui, le monde continue d'avancer. Les gens autour de nous continuent de grandir, d'évoluer dans ce qu'ils font. Et en fait, bah, ça veut dire que bah, potentiellement, ce qui était accessible tout de suite le devient de moins en moins.
on le voit en vieillissant, hein, on voit nos grands-parents et les gens qui aujourd'hui, s'ils avaient continué à être à jour sur la nouvelle technologie, sur Internet, choses comme ça, en fait, le fait de vouloir revenir dedans maintenant aujourd'hui, putain, mais genre, il y a tellement de choses à rattraper que ça en devient compliqué. Et ça devient très compliqué d'essayer même de comprendre des notions qui sont pour nous très simples. Ouvrir une fenêtre, la ranger, mettre à la corbeille. Waouh, pour eux, c'est comme si ils étaient devenus développeurs. C'est à peu près pareil pour nous. C'est est-ce qu'on veut vivre cet inconfort d'être totalement déconnecté d'un sujet en regardant les autres évoluer, en se disant non, moi, je décide de pas avancer sur ce sujet-là et de vous regarder parce que c'est pas mon sujet. J'entends ce que tu dis, Roger, et en même temps, je peux pas m'empêcher de penser plein de gens autour de moi, et moi la première d'ailleurs, hein, qui passent pas nécessairement tout de suite à l'action, qui se disent ouais, mais je suis pas encore tout à fait prêt, tout à fait prête, ou alors voilà, mon projet est pas encore tout à fait parfait, on verra un petit peu plus tard. Tu vois, même typiquement moi sur la formation, je me suis pas lancée dès que j'ai eu l'idée de faire de la formation. J'ai attendu un petit peu parce que tu vois, enfin voilà, on sait pas. Voilà. Bref, je me suis pas lancée tout de suite. Qu'est-ce qui fait, Roger, que on ne se lance pas immédiatement? Qu'est-ce qui nous retient? Il y a plein de peurs. En grande majorité, c'est des peurs. Il y en a plein, hein. On pourrait en citer, là j'en ai quelques-unes en tête. Il y a la peur de l'imperfection, peur de l'inconnu, peur d'être jugé, peur de commettre des erreurs, peur du succès, qui est pour moi, peut-être que c'est pas le sujet, mais bon, celle-ci, elle est un peu, je pense qu'elle est plutôt peut-être presque un cache-misère de se faire croire qu'on est. Et bon, bref, la peur du changement, la peur des responsabilités, la peur d'éprouver des émotions désagréables. Il y a plein de peurs. Et à partir du moment où on donne plus de place à la peur que la potentialité de s'y confronter et de voir ce qui peut se passer derrière, on va trouver des raisons suffisantes pour ne pas passer à l'action. On va se dire, mais c'est pas le bon moment. Ok, d'accord. Et si on prend un peu cet exemple-là qui est, c'est pas le bon moment, est-ce qu'il y a un bon moment? Oui, non. Et là, pour le coup, la plupart du temps, alors je dis pas dans tous les cas, parce que c'est extrêmement spécifique, il y a des moments, il faut attendre. Sur des gros enjeux, sur des gros, il y a des timings qu'il faut prendre en considération. Mais en grande majorité, les peurs qu'on a, elles sont soit infondées, soit elles sont survalorisées par rapport à ce qu'on veut réaliser. Et en fait, on se dit, si on prend par exemple le cas de prendre une formation, si on check, on va chercher un tout petit peu, et que je le ferai pas sur le podcast, mais je pourrais même vous poser des questions, mais finalement, peut-être qu'il y a une peur derrière, ça peut être la peur d'être jugé sur la qualité de la formation que tu pourrais mettre en place, et qui sont déjà là aujourd'hui en place, et tu dis en fait, il manquait peut-être un peu d'expérience sur ce sujet-là, il me manque peut-être un peu des notions pour expliquer certaines choses, il me manque. Et en fait, on va être dans le manque et on va voir que les choses qui nous manquent pour pouvoir réaliser. Et donc, en fait, aujourd'hui, ça crée du cortisol et on déteste le cortisol. Ce qui crée le stress aujourd'hui. Il y a la noradrénaline et le cortisol. Mais le cortisol, on est totalement aversif au cortisol. Et qu'est-ce qui se passe? On va se dire, ouais, le fait de ne pas le faire provoque plus de plaisir que de le faire. Donc, on se dit, mais en fait, si je fais rien, je me sens mieux en ne le faisant pas qu'en le faisant. Sauf que c'est comme les lacets. C'est exactement le même principe que les lacets. Si je le fais pas, je ne connais pas les possibilités que je vais découvrir derrière en le faisant. Et en fait, la peur, elle te bloque et elle te fait croire que, ce qui est vrai, hein, c'est un vrai, le stress ou la peur, c'est quand même un élément physiologique qu'on a dans notre corps qui est très bon. C'est bien d'avoir peur et le stress est une réaction physiologique saine à la base. Mais par contre, dans notre cerveau, on va se créer tout un tas de choses qui va faire que ne pas passer à l'action, ne pas se confronter à cette peur est, est plus agréable que d'y aller pour de vrai. Donc en fait, si on cherche un petit peu, on va peut-être s'apercevoir que dans ta formation, si tu la faisais, en fait, il y a peut-être une seule personne qui te fait peur de le faire, au lieu de plein de personnes qui vont te dire. Il y en a peut-être une ou deux à qui tu mets énormément de valeur dessus, que si tu as peur que eux ils te disent que ce que tu fais c'est de la merde, mais que toi ça te sabote en termes d'identité, et que tu te dises ah non, moi je veux pas vivre ça. Ok, tu viens de décider d'arrêter d'évoluer, tu viens de décider de dire ma peur est plus importante que ma progression, et après malheureusement tu payes le prix. Tu payes le prix de cette façon-là. Mais je suis pas en train de dire que c'est facile, hein. Je suis pas en train de dire que c'est facile.
C'est clair. Alors moi j'ai tendance, alors tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Moi j'ai tendance à le dire beaucoup dans mes masterclass et dans ma formation. Le cerveau, notre cerveau, c'est une machine assez exceptionnelle qui, comment dire, qui analyse une quantité d'informations à la seconde qui est absolument phénoménale, mais dont le job principal, c'est quand même de nous garder en vie. Donc, ce qui fait que le cerveau, ben, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on aille sur un chemin tout tracé, des choses qu'on connaît, parce que ben, ce qu'il connaît, il sait que ça marche, il sait qu'on est safe, qu'on restera en vie si on reste comme ça. Alors que faire des choses nouvelles, finalement, ben, c'est prendre un risque. Potentiellement, quand tu fais quelque chose de nouveau, ben, tu sors du fameux chemin que tu connais, puis on sait pas, hein, sur le côté, tu as peut-être une falaise et tu vas peut-être mourir juste en sortant du chemin. Donc, le job du cerveau, c'est dès que tu veux sortir du chemin balisé que tu connais, t'allumer des warnings dans tous les sens pour te dire n'y va pas, n'y va surtout pas parce que bah, tu vas mourir si jamais tu sors de ce chemin-là. Donc ce cerveau, il est à la fois une machine phénoménale qui nous permet de faire plein de choses, mais bon parfois faut peut-être pas trop l'écouter parce que bah, sinon on passe jamais à l'action ou en tout cas on change jamais nos habitudes et on découvre jamais de nouvelles choses. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Totalement d'accord. Il y a 3 fonctions au cerveau, c'est, la survie, la nourriture, manger et se reproduire. C'est les 3 fonctions primaires du cerveau. Il y en a et c'est 3, on pourrait s'arrêter à ça et terminer. Et que faut juste se rappeler que le cerveau, notre cerveau aujourd'hui, c'est, la chose qui nous permet de nous adapter à notre environnement, hein, d'accord? C'est la quand on regarde bien, c'est ce qu'il y a entre, nos 2 oreilles, c'est lui qui décrète comment on voit la réalité ou le réel, sauf que lui, le cerveau, il est jamais allé dans le réel. Jamais. Il n'y a aucun cerveau qui est allé dehors, qui a dit hop, je reviens et je vais vous dire, je vais vous expliquer à mes autres cerveaux que je vais rencontrer comment ça se passe à l'intérieur. Donc en fait, il n'y a aucun moment, il y a un cerveau qui a été en direct avec la réalité, ce qu'on appelle la réalité. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit hop, il a ses perceptions, il a ses représentations et il se dit putain, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si je vais là, possiblement, est-ce que en termes de survie, ça marche? Bah ouais, ça marche. Est-ce que je vais avoir de la nourriture? Oui. Est-ce que je peux me reproduire? Si ces 3 éléments sont là, lui, il se dit ah, job fait. Job, ok. Si on le met dans un autre environnement, dans un autre contexte, il va dire ok, incertitude. Et il déteste l'incertitude, quelle qu'elle soit. Il déteste. Genre, il dit incertitude, potentiellement, comme tu l'as très bien dit, égale possiblement, on va mourir à la fin. Et c'est le même système, sur ces 3 systèmes, c'est le même système en fait qu'il y a. C'est genre peur égale, hop, on va mourir. Genre, c'est genre peut-être tu vas mourir à la fin. Si tu fais une formation, est-ce que tu meurs à la fin? Je suis pas sûr que ce soit le cas. Normalement non, ça se passe bien en général. Le système, c'est exactement le même. Genre lui, dans sa représentation, c'est hey, Estelle, on va die à la fin. C'est genre, tu vas mourir, tu vas cliquer sur un bouton, tu vas exploser sur ton ordinateur dès que tu auras lancé ta formation. Bah non, bah est-ce que la représentation, est-ce que la réaction physiologique, elle est bonne? Oui, parce qu'il y a de la peur, donc il dit hop, 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 fais gaffe. Par contre, pour de vrai, la conséquence derrière, elle est jamais quasiment à 99%, elle est jamais aussi grave qu'on aurait pu l'imaginer. Et c'est parce qu'on lui donne trop d'importance et qu'on ne remet pas en cause ses perceptions et ses représentations, qu'on ne passe pas à l'action et qu'on préfère donner raison à notre peur plutôt qu'à la possibilité de passer à l'action. Bon alors du coup, moi j'ai une question qui me vient, hein. C'est bien joli, j'entends tout ce que tu me dis, mais sauf que je flippe, j'ai peur. Comment est-ce que je fais pour passer à l'action, apprendre à faire mes lacets, faire des nœuds sur une corde, et puis finir par devenir architecte? Comment je fais pour passer à l'action? Il faut déjà savoir qu'est-ce que tu mets derrière la peur. Chose très simple que personne ne fait. Genre, en fait, j'ai peur de quoi? Genre, imaginons que j'ai peur de je garde cette sur la formation, mais si, audience, j'ai peur de lancer une nouvelle offre, ou j'ai peur de faire une page de vente, qu'elle soit pas carrée. Alors, ok, d'accord. Et tu listes, ok, quelles sont les choses qui peuvent arriver de pire en le faisant? Et tu listes. Juste, basiquement, genre, on va aller même pas plus loin que ça. Juste, tu listes peur de, bah, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur que mon client soit pas content de moi, j'ai peur. Et après, tu regardes au fait, ok, parmi toutes ces peurs, est-ce que je suis en mesure, même si ça arrive, est-ce que j'ai des ressources supplémentaires pour faire de cette peur quelque chose, une opportunité, ou est-ce que j'ai des ressources pour quand même y faire face? Parce qu'en fait, on pense à notre peur, mais on ne pense pas aux ressources qu'on a à disposition qui nous permettent de pouvoir réussir à faire que cette peur, en fait, je suis peut-être allé, en fait, je suis complètement con. En fait, j'ai juste à demander à Estelle ou suivre le podcast d'Estelle pour me rendre compte que finalement, en fait, c'est pas si grave que ça, que tout le monde est passé par là et qu'en fait, c'est une étape quasiment obligatoire. En fait, je me suis pas rendu compte que j'avais des ressources. J'avais pas qu'une peur, j'ai aussi des ressources qui permettent d'aller au-delà de cette peur. Personne ne fait ça. Genre, personne.
C'est pour ça que le fait d'avoir un humain en face de toi ou d'écouter des gens qui ont sur leur parcours ou sur ce qu'ils ont réalisé, ça te permet de te dire, en fait, putain, ouais. Les gens, ils se disent, ah, j'avais la même peur, et en fait, bah, vu que j'avais la même peur que lui, et s'il a réussi à faire ça, bah, qu'est-ce que ça fait? Bah, en fait, c'est-à-dire que s'il a les ressources, peut-être que moi aussi, je les ai aussi. Et boum, là, il se passe quelque chose. Et là, on crée du sens différemment. Donc, si pour répondre à ta question, c'est déjà liste toutes tes peurs et tu dis, ok, est-ce que j'ai les ressources derrière pour rester en vie, même si ça arrive? À 99% des cas, la réponse est oui. Et en plus, ce qui est ouf, c'est qu'en faisant ça, bah, tu trouves des nouvelles idées. Tu trouves des nouvelles idées pour passer à l'action en disant, en fait, mais j'ai pété un câble. Et généralement, ce qui se passe, c'est, en fait, n'importe quoi, en fait. Genre, en fait, j'ai peur. Et ce qui est très souvent, ce qui arrive, c'est, que je disais tout à l'heure, c'est parfois, j'ai peur, en fait, bah, j'ai peur que d'une seule personne. Et en fait, dans ta tête, il y avait des milliers de personnes. Et en fait, il n'y en a qu'une seule. C'est très juste ce que tu dis. Je reprends l'exemple de la formation. Moi, tu vois, quand j'ai lancé ma formation, c'était une peur que j'avais de me dire, bah, qu'est-ce qui se passe si les gens n'aiment pas. Et puis, en fait, tu te focalises là-dessus. En tout cas, moi, je me suis un petit peu focalisée là-dessus. Et puis, finalement, bah, des gens qui aiment pas, il y en aura. Parce que tu peux pas plaire à tout le monde. T'es pas la bonne personne pour tout le monde. Tu fais pas la meilleure formation pour tout le monde. Peut-être pour certains, mais pas pour tout le monde. Et finalement, s'il y a une personne qui a pas aimé, bah, peut-être qu'il y en a plein d'autres qui ont aimé. Est-ce que si je paraphrase un peu ce que tu dis, c'est que cette histoire, c'est une histoire de point de vue finalement. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on veut regarder. Est-ce qu'on veut regarder la personne qui n'a pas aimé, le négatif, ou est-ce qu'on veut regarder le positif, toutes les autres personnes pour qui ça aura été intéressant finalement? Et surtout que ça veut dire, si on regarde l'exemple de la formation, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu fais une formation que les gens n'aiment pas, c'est que ton audience que tu as actuellement n'aime pas ce que tu veux. Donc ça te permet aussi de dire et dire, ok, donc j'ai 95%, ce que je ne te souhaite pas, bien évidemment, Estelle. Euh, j'ai 95% de gens qui détestent ce que je leur donne. Bah, en fait, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça a véritablement du sens, ou est-ce que continuer dans cette direction-là en sachant que, bon, bah, ok, j'ai des gens qui apprécient ce que je fais ou ce que je dis, mais qu'en fait, finalement, n'aiment pas ce que je propose, est-ce que ça vaut le coup? Et en fait, c'est là où on reste dans un truc, on dit, putain, en fait, d'être aimé par des gens, c'est bien, mais en fait, est-ce que véritablement ça contribue à quelque chose? Est-ce que moi, ça me fait véritablement plaisir? Est-ce que ça contribue? Est-ce que moi, je deviens meilleur à titre personnel? Et est-ce que dans une vision vachement plus long terme, est-ce que continuer comme ça vaut le coup? En fait, si tu le fais pas, tu peux pas le savoir. Genre, c'est impossible de le savoir. Et c'est ça qui est extrêmement dur, et que la plupart des gens qui arrivent à aller loin sont OK avec le fait d'agir malgré l'incertitude. Ce que j'allais dire, c'est ça, en fait, hein, quand tu regardes les gens qui agissent malgré l'incertitude, en sachant qu'ils ont une certitude qui est très personnelle, ils se disent, vas-y, au pire des cas, il n'y a pas tous les éléments, mais allons-y, allons voir. Allons voir si vraiment c'est vrai ou pas. Oui, ils font beaucoup, 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 beaucoup plus d'erreurs, mais finalement, c'est qu'est-ce qui a le plus d'informations à la fin et qu'est-ce qui a le plus d'opportunités de devenir meilleur, en tout cas d'évoluer dans un sens qui lui est propre en prenant du feedback de l'extérieur et pas un feedback de toi à toi sous peut-être que ce que je fais est peut-être bien pour les gens quand je le sortirai parce que ce que je fais c'est génial et que vaut mieux que je crois que c'est génial plutôt que de savoir véritablement si ça l'est. Bah en fait, t'as quasiment aucun feedback, donc tu peux pas devenir meilleur. En fait, c'est l'avantage de l'échec, là, ce dont tu es en train de parler. Moi, c'est un truc qui m'est pas du tout naturel. Je déteste l'échec, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je me soigne, hein, je travaille dessus, mais la réalité, c'est que quand même, c'est pas quelque chose de simple pour moi. Je veux que les choses soient bien faites, je suis la bonne élève. Donc, l'échec, c'est compliqué. Il n'empêche que l'échec, il n'y a pas vraiment le choix. Puis alors, quand tu es entrepreneur, encore plus, ça fait presque partie du job. Je connais pas un entrepreneur qui n'a pas été confronté à l'échec à un moment donné dans sa carrière. Donc l'échec fait partie du job, mais surtout ce qui est intéressant là dans ce que tu dis, c'est que l'échec finalement, ça permet de regarder les choses différemment, sous une autre perspective, et de nous faire avancer vraiment beaucoup plus rapidement. Si je reprends l'exemple de la formation et de me dire bah, par exemple, qu'est-ce qui se passe si ma formation, personne l'aime, et ben ce que tu dis en gros, c'est que ça nous donne des infos super intéressantes. Si personne n'aime cette formation, c'est qu'elle n'est pas adaptée à l'audience. Donc là, en fait, à mon avis, là, tu as deux choix. Hein. C'est soit tu changes l'audience, soit tu changes la formation. Mais toujours est-il que ça va te permettre d'avancer, de faire évoluer les choses et puis d'aller vers le mieux. Donc en gros, ce qu'on est en train de dire là, c'est que de ne pas vouloir l'échec, de ne pas avoir envie de l'échec, bah, c'est peut-être naturel, mais enfin, d'aller contre,
et de refuser l'échec, eh ben, finalement, pardon, mais c'est une belle bêtise quand on est entrepreneur parce qu'on passe à côté de plein d'opportunités de faire mieux. Ouais, personne n'aime l'échec, hein. Je connais personne qui me dit: «Ah moi j'adore l'échec». J'adore, faire un truc et mettre énormément d'énergie dedans et ne pas y arriver. Genre, je pense que personne déteste, personne n'aime ce type de choses-là. Mais par contre, les gens qui disent que l'échec est nécessaire, c'est des gens qui ont essayé de faire quelque chose, qui ont vu qu'ils avaient 2 choix. Soit après l'échec, ils apprenaient et ils disaient: «Ah bah, en fait, bah, j'ai appris quelque chose et maintenant je peux commencer à rebondir». Tu parlais des 2 cas de figure qu'il peut y avoir avec ton audience. J'en rajouterai une troisième, c'est de se dire: maintenant j'ai une audience, qu'est-ce que mon audience veut, qu'est-ce que je peux leur donner et qu'est-ce que je peux leur apporter, parce qu'en fait pour de vrai je les ai pas compris et on s'est pas compris. Et là par exemple ça peut être le troisième point, c'est de se dire en fait il y a finalement peut-être que je me suis fourvoyé depuis le début et que je me fais croire à une idée qui potentiellement est bonne et que tant qu'il y a du feedback qui est du moi à moi, l'idée elle est bonne possiblement. Et je peux me monter la sauce en me disant que c'est génial. Et quand je vais la sortir, ouh, génial, hop, tapis rouge, génial, hop, là, il a des millions, et là, c'est génial. Alors qu'en fait, ça se trouve pas du tout. Et en fait, tu viens de t'apercevoir qu'en passant à l'action, t'es déconnecté total de ce que les gens veulent autour de toi. Et là, tu as deux choix. Soit tu dis, ouais, en fait, ce que je fais, c'est de la merde. Ou alors tu dis, écoute, maintenant, je vais arrêter d'être auto-centré sur moi. Ok, c'est ma peur. Ok, c'est mon produit. Ok, c'est mon service. Ok, ok, d'accord. C'est bon. Je me suis assez regardé le nombril. Maintenant, je vais aller regarder les autres et je vais voir quelles sont les attentes des personnes, quelles sont les peurs que eux ont, que moi je peux régler. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que tu t'aperçois que ce que toi tu vis, c'est exactement ce que les gens vivent, sauf que toi tu t'es que focalisé sur toi, alors que pour de vrai, tu dois te focaliser sur les autres. Donc c'est un super signal. Ça veut dire qu'en fait, ce que toi tu vis, les autres le vivent, et que possiblement tu as quelque chose qui peut eux les aider. Mais en fait, tu t'es resté focalisé sur ta peur à toi. Et là, tu te dis, putain, en fait, ma peur, elle est intéressante parce qu'en fait, les autres, ils vivent la même chose. Un peu un facteur empathique. Putain, s'ils vivent la même chose, bah, j'ai juste à écouter les gens et à voir que moi, je me suis totalement trompé sur ce que je voulais parce que je les ai pas écoutés eux et que je me suis trop écouté moi. Et là, ça devient cool parce que tu sais ce que toi, t'as vécu et ce que eux vivent. Et là, tu peux commencer à proposer quelque chose en adéquation et t'es plus focalisé sur toi. Et bizarrement, ta peur, elle est plus du tout la même. C'est une peur constructive, c'est une peur de vas-y, j'ai vraiment envie de vous aider, j'ai vraiment envie de contribuer, j'ai vraiment envie de vous apporter une solution. Et t'es plus en mode genre, putain, je vais vous apporter un truc qui va peut-être changer votre vie, qui va peut-être vous donner envie, parce que si je fais un truc bien, ah putain, intéressant, tu vois, genre tu te dis, passage à l'action, c'est le même, mais c'est pas le même sens. Tu me fais plaisir quand tu dis ça, Roger, parce que moi j'ai une marotte, tu le sais peut-être pas d'ailleurs, mais je suis persuadée que tout part de la compréhension client. Pour moi, le marketing, c'est rien d'autre que ça, comprendre son client. En fait, c'est rien d'autre que de la psychologie sociétale. Notre job, c'est de comprendre bah, quelles sont les craintes, les besoins, les envies, ce qui gêne notre client pour pouvoir lui proposer le produit, le service qui va pouvoir lui correspondre. Mais là, ce qui se passe, c'est que ce que tu dis, c'est qu'il y a deux choses qui se catapultent. Il y a le fait d'être comme ça dans sa tête tout seul en train de construire plein de choses pour son produit, de construire son offre finalement, son produit, son service. Sauf que tant que tu es tout seul, tu parlais du cerveau qui sortait dans la réalité tout à l'heure, ben voilà, tant que tu es tout seul dans ta tête à construire théoriquement quelque chose, ben tu sais pas, tu t'es pas confronté à la réalité encore, t'es pas allé voir si ça va fonctionner ou pas. Là où ça devient intéressant, c'est quand justement tu te confrontes à cette réalité, que tu te confrontes eh bien, à tes potentiels clients et que tu vas même aller co-construire l'offre parce que bah, tu vas la construire en réaction à ce que tes futurs clients vont pouvoir te dire. Bah à partir du moment où on reste auto-centré sur soi, quand on n'est pas, par exemple, si on parle un peu plus marketing, on reste un peu plus business. Si t'es pas le produit, tu prends pas ton avis, quoi. Genre, on s'en fout de ton avis. Il y a pas de sujet. Si tu consommes pas le produit, moi, il y a plein de choses que je crée à côté où je suis pas produit. Genre, je suis pas du tout le produit de ce que je crée, en tout cas dans un truc. Donc, bah, le but, c'est de dire, ok, d'accord, genre, t'écoutes les gens, tu leur dis, vous avez besoin de quoi? Genre, vraiment. Si je crée un truc, c'est que c'est quoi vos besoins? Au lieu de dire, ouais, mais en fait, moi, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, est-ce que je consommerais ce que je suis en train de créer? La réponse est non. Donc, ton avis, on s'en bat les couilles. Vraiment, genre, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Donc, tes peurs, on s'en tape. Par contre, les peurs des autres en face de, ouais, mais ça, il y a ça qui me bloque, il y a ça qui. Ah, et là, tu dis, est-ce que moi, je peux les aider par rapport à mes compétences à moi? Et là, tu dis, non, trop bien, en fait, ce qui est extrêmement facile pour moi, c'est extrêmement compliqué pour les autres. Et le meilleur du monde pour les entrepreneurs, c'est de faire quelque chose qui est facile pour toi au quotidien et qui est extrêmement à résoudre pour les autres. Et là, tu te retrouves avec un truc, genre ta vie d'entrepreneur, elle est génialissime. Parce que pour toi, ça paraît facile et généralement, la plupart des gens vont dire
ah, si c'est facile pour moi, ça n'a pas de prix. C'est tout l'inverse. Si c'est extrêmement facile pour toi à faire et à résoudre cette problématique, c'est là que ça a énormément de valeur pour toi, pour les autres, en plus également. Ça te demande quasiment aucun effort. Et pourtant, c'est un énorme effort pour les autres. Et là, ça devient intéressant parce qu'en fait, tu te découvres aussi à titre personnel. Tu te dis, mais en fait, putain, c'est facile en fait pour moi. C'est peut-être plus facile que j'aurais pu l'imaginer et ça fait beaucoup moins peur. Et voilà, et d'un coup, tu as beaucoup, beaucoup moins peur. Alors écoute, merci infiniment Roger d'être venu nous parler de cette question du passage à l'action. On pourrait encore en parler pendant des heures, hein, franchement. Mais vraiment, merci d'avoir en tout cas commencé à discuter de ce sujet avec moi, avec nous aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire un résumé. Alors attention, ça va être un résumé évidemment un peu synthétique, mais enfin je vais quand même me lancer. Donc aujourd'hui, on a parlé de ce passage à l'action, de pourquoi, on a commencé par ça, pourquoi c'est important de passer à l'action. Et ce que tu nous dis, c'est que finalement, c'est important de passer à l'action parce que le passage à l'action, c'est ça qui va nous permettre de nous ouvrir aux opportunités. On va pouvoir découvrir tout un nouveau monde d'options, d'opportunités dans nos vies, que ce soit professionnel ou pas d'ailleurs, rien qu'en passant à l'action. Mais alors du coup, on va se dire, mais ok, c'est complètement idiot cette histoire, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'action? Parce que ça arrive quand même souvent qu'on soit un petit peu bloqué comme ça, qu'on n'ose pas finalement y aller. Et là, ce que tu nous dis, c'est que c'est de la faute de nos peurs. Et nos peurs, elles viennent d'où? Elles viennent de la petite chose qu'on a dans notre tête, à savoir notre cerveau, dont le job, finalement, c'est de faire en sorte qu'on reste sur notre petit chemin bien tracé, sans en sortir, parce qu'on ne sait jamais, on pourrait mourir. Mais ce que tu nous dis là, c'est que le risque, c'est de pas évoluer. Et de pas évoluer, c'est ce que tu disais au tout début de notre entretien, c'est qu'on va pas évoluer là où le monde autour de nous, il évolue. Puis alors le monde en ce moment, on peut dire qu'il évolue vraiment sacrément vite. Donc c'est exactement ça le risque, c'est de ne pas évoluer et se laisser dépasser. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action? Ce que tu nous dis de faire, c'est de changer de perspective, regarder les choses différemment pour pouvoir trouver de nouvelles façons de prendre les choses. Et puis tu nous dis aussi de regarder le coût de l'inaction, de regarder ce qui se passe si en fait on ne fait rien et tout ce qu'on va perdre et finalement perdre tout ce monde d'opportunités, de possibilités qui s'offrent à nous. Est-ce que ça te va comme résumé? Ah, plutôt pas mal. Je pense que j'aurais pas fait mieux. Je rajouterai un truc pour que les gens puissent repartir au moins avec quelque chose. Si vous avez peur de passer à l'action, mettez toutes les peurs qu'il y a derrière et mettez-les à l'écrit. Regardez ce qui se passe et demandez-vous si vous avez les ressources suffisantes pour régler ce problème. Vous allez voir qu'en grande majorité, la réponse est oui. Et parfois, juste d'écrire j'ai peur que ma copine Caroline me critique parce que je suis passé à l'action, nanana, et de vous le voir, de l'avoir vu écrire et de vous dire, mais en fait, je vais pas passer à l'action juste à cause de ça, parce que ça mérite que j'avance pas. Parfois, ça peut créer quelque chose. Donc, mettez bien une action sur vos peurs, créez une définition, votre propre définition de ce que vous mettez derrière votre peur, et demandez-vous est-ce que ça vaut quand même pas mieux le coup de passer à l'action à cause de passer à l'action juste sur cet élément-là et d'avoir tous les potentialités derrière qui peuvent se créer justement en passant à l'action. Merci beaucoup Roger pour cet épisode. Franchement, tu nous as donné plein de pépites et puis surtout, j'espère que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a certaines qui sont en train de se dire mais mince, en fait, c'est moi ça, je suis bloquée dans mon truc, j'ose pas lancer mon projet parce qu'en fait, j'ai des peurs, etc. et il faut que j'y aille et que ces personnes-là vont se dire mais allez, non, go, il faut que je passe à l'action parce que c'est vraiment ça qui va me faire réellement avancer. Merci beaucoup Roger et bien sûr, tu es le bienvenu quand tu le veux sur le podcast du marketing. Merci beaucoup Estelle. Si vous avez aimé cet épisode et que ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous écoutez. Ça vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode. Et encore mieux, je vous invite à rejoindre les plus de 8000 personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, mais aussi mes bons plans, un accès libre à tous mes cadeaux bonus et des invitations exclusives aux événements auxquels je participe en ligne ou en présentiel. Pour nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous mets le lien, bien sûr, en commentaire. Je vous dis à très vite.